Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, on se retrouve avec nos invités pour débattre de l'actualité, notamment en Ukraine. Vincent Hervouet est là, journaliste international à Europe 1. Rebonsoir, cher Vincent, vous étiez avec nous dans l'heure précédente. Bonsoir, Laurence. Bruno Jeudi de Paris Match. Bonsoir, Merci Laurence. d'être là. Louis Aussalter du journal Marianne. Bonsoir, Titre Laurence. sur Vladimir Poutine. Un nouveau Hitler, vraiment, son peuple le soutient-il? Va-t-il déclencher une troisième guerre mondiale? On retrouve tout ça dans votre magazine. On va peut-être parler de la situation sur le terrain avec cet hôpital pédiatrique qui vient d'être bombardé à Mariupol. C'est évidemment un nouveau cap qui a été franchi dans ces bombardements de civils. 17 adultes ont été blessés, mais il y avait de nombreux enfants présents. Évidemment, il s'agit d'un hôpital pédiatrique. Condamnation unanime, notamment du côté de Boris Johnson ou de l'ONU. C'est surprenant, Vincent Hervouet, que l'on attaque un hôpital. Normalement, ce sont des lieux qui sont sanctuarisés lors de ces guerres. Ouais, normalement, c'est indiqué sur les cartes, effectivement, et c'est parfaitement interdit d'ailleurs par les conventions de Genève, c'est évident. On n'a pas le droit de tirer sur les civils et encore moins sur les malades. Mais vous savez, dans les sièges des villes modernes, il y a toujours un moment où des obus s'égarent et que des cibles symboliques lourdes sont touchées par les assaillants. Et parfois, c'est la bascule de la guerre. À Bourges-Brasier, je me souviens que l'hôpital psychiatrique où il y avait beaucoup de résidences séniles qui avaient d'ailleurs été abandonnées par le corps médical a été bombardé par les Israéliens. Ça avait provoqué une espèce d'émotion qui avait frappé tout le Moyen-Orient, tout le monde en fait. Dans la guerre en Bosnie, le bombardement du marché de Marcalé qui avait fait et qui était attribué aux Serbes, a fait basculer aussi l'opinion. Il y a il y a un risque que court l'assaillant en faisant des frappes qui ne sont pas des frappes avec des missiles extrêmement ciblés. Il y a dans l'obus la canonnade, dans le tir d'artillerie, le risque de toucher et parfois c'est la bascule de la guerre. D'accord. Louis Aussalter. Il semblerait aussi que... Délibéré, les Russes disent ce n'est pas nous. Non. L'ambassadeur russe vient de dire en France, dit c'est pas les Russes, c'est pas un tir russe. Il semblerait aussi, selon certaines vidéos qu'ont analysé des experts apparemment, que la Russie utiliserait des bombes à sous-munitions. Donc ces bombes qui, quand elles sont lâchées, larguent, sous réserve de vérification, que se larguent un tas de sous-munitions qui, elles, provoquent des explosions qui peuvent intervenir, en plus, dans certains cas, bien après le lâcher de la bombe. Et évidemment, faire des victimes civiles. Depuis le début, on a quand même l'impression que Poutine se fiche comme d'une guine de l'opinion internationale, ou plus précisément occidentale, parce que la valeur du prix que nous accordons à une vie humaine est plus forte en Occident que, par exemple, en Extrême-Orient, en Afrique, au Moyen-Orient, peut-être même en Russie. Et que ce qui l'intéresse, lui, c'est de gérer son opinion à lui et puis la conception qu'il se fait de la Grande Russie, de ses objectifs militaires et géostratégiques. Or, il a sans doute tort de sous-estimer ce paramètre puisque c'est quand même l'opinion occidentale qui pousse énormément les dirigeants à s'accorder au plus vite sur les sanctions qu'ils font subir à la Russie et peut-être demain les conséquences diplomatiques et militaires de la riposte. Bruno Jeudi, sur cette frappe sur un hôpital pédiatrique. C'est la stratégie de bombardement tous azimuts, celle qui a déjà détruit une partie de la Syrie, la alépisation, si on peut employer ce mot horrible, du nom de la ville d'Alep, qui a été retournée. Alors Vincent dirait, c'est aussi ce qui s'est pratiqué à Grozny, en Tchétchénie pendant des années. Ah non, Grozny, c'est une ville conçue par Staline, on la rase. On la rase. Alep, c'est Alep-Est. Hein. C'est pas grand-chose quand même. C'est pas la citadelle, c'est pas les quartiers ouest, c'est Alep, là où c'est le réduit djihadiste. Hein. Enfin là, on voit quand même que sur certaines villes, ils bombardent sans discernement. Mariupol notamment. Et Mariupol. forcément, il y a un moment des symboles qui vont frapper l'opinion occidentale, parce que c'est vrai que pour le reste, pour l'instant, s'agissant de... Oui, mais elle a déjà basculé, l'opinion elle est déjà largement anti-Poutine, totalement convaincue de l'horreur de cette agression. Elle a même créé une solidarité entre les dirigeants européens qui était totalement inimaginable il y a encore quelques semaines. Vincent Hervouet. Non, moi quand je parle de l'opinion, c'est l'opinion en Russie. Parce que le bombardement d'un hôpital pédiatrique, tuer des enfants, ça c'est pas quelque chose qui passe si ça se sait. Vous pouvez toujours prétendre que c'est une provocation. Ils n'ont pas la même information. Si ça se sait, dans ce cas-là, provocation, etc., etc. Mais
Bon, la vérité filtre quand même. C'est dur à faire avaler. Si vous êtes en train d'assiéger une ville et que des obus tombent sur un hôpital. Pour enfants. En plus, dans l'artillerie, on sait, on peut le savoir, on peut l'établir quand même, d'où est parti le tir. Je pense qu'ils vont avoir du mal à le faire avaler. L'ambassadeur russe dit que ce n'est pas les Russes, c'est pas un tir russe. Donc évidemment, affaire à suivre. Bien sûr, ça c'est le premier réflexe. Comment vous expliquez, Vincent, la stratégie de bombarder violemment certaines villes, Mariupol, pas du tout d'autres? Pour l'instant, Odessa est épargné, Kiev aussi. Il s'agit quoi? De terroriser et d'éviter d'avoir à raser les prochaines villes? Il faut vider la ville. Donc il y a des corridors, les civils peuvent partir. Il y a la hantise des militaires. La guerre urbaine, c'est une guerre qui est très longue, très lente, très douloureuse. On perd beaucoup d'hommes. On le disait tout à l'heure, mais la prise de Mossoul, où il y avait quelques milliers simplement de djihadistes qui étaient retranchés, ça a pris 8 mois. 8 mois, alors qu'il y avait domination absolue du ciel, moyens lourds, il y avait tout ce qu'il fallait, et la connaissance du terrain. 8 mois. Donc la guerre moderne, la guerre en ville, c'est une sale guerre, et donc il faut essayer d'exercer une pression pour la vider d'abord, et puis ensuite pour essayer de dégager le terrain. Oui, est-ce que les Russes soutiennent Vladimir Poutine? Ça fait partie de l'enquête que vous menez dans Marianne. C'est ma grande interrogation. En fait, c'est très difficile de le savoir, et pas seulement parce que la Russie, évidemment, parce que Poutine se comporte comme un autocrate vis-à-vis des médias russes, et maintenant, en faisant planer la menace vis-à-vis des correspondants étrangers, vous avez vu que les lois qu'a fait passer Vladimir Poutine viendraient à menacer, y compris les correspondants de médias étrangers en Russie, et notamment ceux qui ont la nationalité russe, mais qui écrivent pour des médias étrangers, parce qu'ils pourraient tomber sous le coup de cette loi qui pénaliserait les journalistes, qui punirait même lourdement des journalistes qui n'utiliseraient pas le lexique, le vocabulaire véhiculé par le Kremlin, qui parle d'opérations spéciales et évidemment pas de guerre. Ça veut dire que la population russe n'est pas informée réellement de ce qui se passe en Ukraine. C'est très difficile à savoir, d'abord parce que je ne suis pas sur place, évidemment, et que, comme je le dis, c'est de plus en plus difficile de faire filtrer ce qui se passe sur place. Au début de la guerre, les informations qui parvenaient, c'était que la population russe ne se passionnait pas pour le conflit, que c'était pas au cœur des conversations des Russes, et que l'empressement des autorités à minimiser ce qu'elles présentaient comme une opération spéciale et non pas comme une guerre devait jouer là-dessus. Tout va dépendre de la façon dont filtre ou pas auprès de la population russe et de la façon dont est présenté le récit, le narratif de ces frappes qui touchent des civils, de ces frappes qui touchent une maternité là, un hôpital ici, d'actes de guerre sur lesquels pourrait enquêter la Cour pénale internationale. Tout va dépendre de ça. Et puis aussi, évidemment, de la pression économique qui va s'accentuer sur la Russie, des sanctions. Des images, puis des sanctions qui touchent la vie pour quotidienne. l'instant, c'est quand même commence à avoir des images ici, mais je pense qu'à Moscou, ils en ont très peu. Notamment, je pense au retour des cercueils qui reviennent. On ne voit pas. Deux soldats russes, là vous parlez. Comment? De soldats russes. Oui, de soldats russes. Qui reviennent au pays. Vincent le disait à l'instant, les pertes semblent quand même assez importantes déjà. Alors, au bout au 13e ou 14e jour de guerre, je ne sais plus exactement le. Ça dépend des sources. 14e. Et les pertes semblent lourdes. Forcément, c'est des cercueils, c'est des familles russes qui vont être endeuillées. Le nombre de victimes entre les morts et les blessés sont quand même assez importants. Et on n'a pas l'impression pour l'instant que l'opinion russe sache ou prenne conscience de ça. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole, Vincent Herouet. On reviendra aussi sur le fait que l'Europe donne des armes, livre des armes à l'Ukraine. Quel type d'armes? On tente d'y répondre dans un instant. À tout de suite.